Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière conférence de l'IPR de l'année. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jacqueline Bloch, qui est directrice de recherche au Centre de nanosciences et nanotechnologies à l'Université de Paris-Saclay. Jacqueline est une des spécialistes de l'interaction lumière-matière. Elle travaille en particulier sur les polaritons, les sorte de quasi-particules bosons où c'est à la fois la matière et la lumière qui se propagent en même temps. Donc elle va nous parler de ça aujourd'hui. Jacqueline a obtenu différents prix, différentes distinctions. Elle a eu le prix Ricard de la Société française de physique, le prix Ampère de l'Académie des sciences, la médaille d'argent du CNRS, et elle est à présent membre de l'Académie des sciences depuis cette année. Voilà, donc nous sommes très honorés de sa présence aujourd'hui. Donc je vais lui laisser la parole d'ici quelques minutes. Juste pour vous dire qu'après la conférence, on aura le temps pour quelques questions et que donc on va respecter les gestes barrières. Donc je vous tendrai le micro pour que vous puissiez poser des questions. Et un autre mot pour vous dire que la prochaine conférence de l'IPR, ce sera en 2022, ce sera le 25 janvier. Et ce sera Alain Barra du Centre de physique théorique de Marseille qui viendra faire la conférence. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jacqueline et après on aura le temps pour quelques questions. Bonne conférence à tous. Bien, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Institut de physique de Rennes, Arnaud Saint-Jalm, Éric Collet pour cette invitation. Je suis très contente d'être ici. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter un peu les travaux qu'on déroule dans notre équipe, qu'on développe dans notre équipe. Je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu le système et tout ce qu'on peut faire avec. Alors, comme on est entre nous, là, ce qui serait super, je vais essayer de commencer par un niveau bas et puis petit à petit vous emmener vers les choses qu'on fait dans le laboratoire. Et donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Je serais ravie de détailler plus. Je peux en raconter un petit peu moins, mais l'idée, ce qui serait super, c'est que j'arrive à vous amener le plus loin possible et que vous compreniez vraiment les expériences qu'on fait au laboratoire. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, on peut se servir de la lumière qu'on va piéger dans des résonateurs qu'on fabrique au laboratoire. Donc, le laboratoire, c'est le Centre de nanosciences et de nanotechnologie qui se trouve donc sur le plateau de Saclay, au sein de l'Université Paris-Saclay, et dans lesquels on a tous les moyens de nanotechnologie pour réaliser des monocristaux qui ont cette forme, qui ont n'importe quelle forme. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fabriquant ces réseaux et en manipulant la lumière à l'intérieur, on peut vraiment simuler un grand nombre de phénomènes physiques. On peut vraiment donner à la lumière des propriétés qui ressemblent énormément à celles qu'ont les électrons dans la matière condensée. Alors, pourquoi on veut faire ça ? Bon, d'abord, on peut, grâce à ça, vraiment changer les propriétés de la lumière et potentiellement aboutir à des effets physiques qui peuvent être intéressants pour des applications. Tous nos matériaux, c'est des semi-conducteurs, c'est directement applicable aux nanotechnologies, à l'optoélectronique, si on a des idées nouvelles. Et puis, on peut aussi tester des idées, tester des propositions théoriques en fabriquant des échantillons qui n'ont pas d'analogue dans la nature. Donc, c'est un petit peu ça que je voudrais vous raconter. Alors, une grande source d'inspiration pour nous, c'est vraiment la matière condensée et des propriétés macroscopiques qui peuvent émerger du fait qu'on a des atomes, des électrons qui sont ensemble dans des systèmes physiques qui ont des géométries différentes ou des propriétés topologiques différentes. Donc, par exemple, on est très impressionné par une propriété que peut acquérir l'hélium liquide. Quand on le refroidit à suffisamment basse température, on se retrouve avec un liquide qui, tout d'un coup, peut fluer sans friction. Et donc, si on le met dans une bouteille, en fait, comme il n'y a pas du tout de friction sur les bords de la bouteille, il va sortir et c'est ce qu'on appelle l'effet fontaine. Et donc, c'est vraiment un effet physique qui vient des propriétés quantiques des atomes d'hélium.
Un autre exemple qui va nous inspirer beaucoup, c'est par exemple le graphène. Donc, le graphène, c'est un feuillet monoatomique d'atomes de carbone qui sont organisés dans une structure cristalline en nid d'abeille. Et ce matériau a des propriétés de conduction. Les électrons qui sont dedans ont des propriétés de conduction tout à fait extraordinaires et qui sont vraiment intimement liées à la géométrie de ce réseau en nid d'abeille. Un effet qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est l'effet Hall quantique. L'effet Hall quantique, donc, qui est le comportement d'électrons que l'on place dans un système bidimensionnel. Donc, c'est des électrons qui peuvent se déplacer que dans un plan. Et lorsqu'on leur applique un champ magnétique et qu'on regarde la résistance de Hall, donc c'est la propriété, lorsqu'on fait passer un courant dans une direction, d'obtenir une tension transverse, ce qu'on voit, c'est que la résistance de Hall développe des plateaux, au lieu d'augmenter linéairement comme en physique classique, des plateaux qui sont quantifiés et qui sont un multiple d'une grandeur, qui a donc l'unité d'une résistance, mais qui ne dépend que de constantes fondamentales, la constante de Planck et la charge de l'électron. Donc un effet extrêmement fondamental qu'on observe dans n'importe quel matériau bidimensionnel lorsqu'on mesure la résistance de Hall. Donc, ce qu'on a pu montrer au cours des années, c'est que cette physique est vraiment liée à des propriétés topologiques qu'acquièrent les électrons sous champ magnétique. Et une source d'inspiration donc, de cet effet Hall quantique, c'est d'essayer de faire la même chose, mais avec de la lumière. La lumière, il n'y a pas de charge, donc sous champ magnétique, on ne peut pas du tout observer la force de Lorentz, mais on peut quand même s'inspirer de ça pour réaliser dans des réseaux un analogue de l'effet Hall quantique entier ou fractionnaire. Et une propriété en particulier de l'effet Hall, c'est que le courant passe par des canaux de bord. Donc en fait, quand on fait passer du courant dans un échantillon, au lieu de passer dans le matériau massif, on passe par les bords de l'échantillon. Et ça, c'est une propriété très originale. Une propriété très originale qu'on peut observer aussi dans des matériaux qu'on appelle des isolants topologiques, qui sont des matériaux qui sont isolants dans le matériau massif, mais qui peuvent conduire le courant par leur bord, par leur surface ou par leur bord en fonction de la dimensionnalité. Donc tous ces effets, qui sont des effets vraiment très intéressants et fondamentaux de la physique de la matière condensée, il y a toute une communauté qui essaye aujourd'hui de simuler cette physique, de reproduire cette physique avec de la lumière. Et donc l'idée, c'est qu'on va faire des réseaux dans différents matériaux. On va simuler des cristaux, où au lieu que ce soit des électrons qui puissent sauter d'un atome à l'autre, ça va être des photons qui vont pouvoir sauter d'un site du réseau à un autre. Et on va essayer de faire une ingénierie des propriétés pour que ça ressemble à ce qu'on observe en matière condensée. Et donc, vous voyez ici un certain nombre d'exemples, par exemple, d'observations de l'effet Hall quantique avec des photons, où les photons se déplacent sur les bords de l'échantillon. Et vous voyez ici, on a mis un mur et les photons font le tour, parce qu'ils ne peuvent pas du tout aller dans le matériau massif, ni faire demi-tour. Donc, cette première expérience, elle a été faite dans le domaine micro-ondes. Elle a ensuite été implémentée dans une plateforme à base de silicium avec des petits résonateurs. Et la lumière, de la même façon, se déplace sur les bords. On peut aussi faire des lasers, en fait, faire une cavité laser dont le mode laser se propage sur les bords et est complètement protégé de la diffusion grâce à ses propriétés topologiques. Donc ça, c'est juste un type d'exemple. Et donc la physique que moi, je vais vous décrire, c'est vraiment inspiré, ça s'insère dans ce domaine de recherche. Et donc, c'est d'utiliser les nanotechnologies pour essayer de faire des réseaux et d'implémenter différents systèmes physiques. Donc Donc ici, vous voyez une chambre sous ultravide pour faire croître des monocristaux et ensuite des réacteurs, par exemple ici un réacteur plasma qui va être capable de bombarder un échantillon et de détruire toute la matière qui se trouve autour. Et donc on va protéger seulement des endroits où on aura mis un petit masque à la surface, ici en noir, qui va protéger la matière de ce bombardement ionique, et c'est comme ça qu'on va pouvoir réaliser ces réseaux. Donc, le plan de mon exposé va être le suivant. Je vais d'abord vraiment faire une introduction à notre système physique et vous expliquer un petit peu ce que sont ces fameux polaritons. Et ensuite, je vous montrerai donc un peu plus en détail comment on fait des réseaux, donc comment on peut piéger dans des réseaux ces polaritons.
Et ensuite, j'ai prévu donc de vous présenter 3 exemples d'expériences. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et je peux couper un petit peu dans mon exposé pour mieux faire comprendre certaines parties. Et puis si on ne va pas jusqu'au bout, ce n'est pas grave. Donc la première expérience que je voudrais vous décrire, c'est justement la simulation de la physique du graphène. Donc vous voyez ici un réseau en nid d'abeilles de résonateurs et je vous montrerai comment on peut vraiment observer la physique des électrons dans le graphène et aller au-delà et tester des prédictions théoriques qu'on ne pourrait pas tester et faire des expériences qu'on ne pourrait pas faire avec un vrai graphène. Ensuite, je vous montrerai comment on a pu simuler la physique du benzène. Donc ici, vous voyez l'équivalent de ce que nous, on appelle une molécule photonique de benzène. On a 6 petits piliers couplés qui correspondent aux 6 atomes de carbone de la molécule de benzène. Et ce qu'on va voir, donc on va voir comme en mécanique quantique élémentaire, les modes des électrons, enfin les particules quantiques qui est dans une chaîne avec 6 piliers. Et on va voir qu'on a l'équivalent de ce qu'on appelle en matière condensée un couplage spin-orbite qui nous permet en fait de réaliser un laser, un micro-laser tout à fait étonnant, dont la lumière en fait est un petit peu comme un tire-bouchon. Le mode laser, quand il sort, il a une phase qui tourne, une phase qui a un moment orbital. Et cette phase qui tourne, on peut lui changer son sens de rotation, sa chiralité, en changeant simplement la polarisation de la lumière avec laquelle on pompe. Donc là, ce sera une illustration de finalement une application qu'on peut finalement démontrer d'un micro-laser tout intégré avec un mode laser intéressant, mais qui vient vraiment d'un cheminement qu'on a fait, qui était vraiment inspiré par la matière condensée. Ensuite, pour finir, je voudrais vous montrer donc ce mode laser qu'on appelle des fois un condensat. Si on fait un mode laser très 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 étendu, donc on a vraiment une chaîne très grande qui émet de la lumière cohérente, et ben on peut en fait montrer des lois d'échelle universelle dans les propriétés de cohérence de cette lumière. Et du coup, on est en train là, donc ça c'est un travail qui est tout récent, de finalement mettre en lumière, si j'ose dire, des propriétés universelle dont on va voir qu'elle concerne un très très grand nombre de systèmes qu'on appelle la physique KPZ, que là on a démontré comme une preuve de principe en 1D, mais qu'on va pouvoir explorer en 2D. Et ça, c'est un domaine qui intéresse énormément de gens et pour laquelle il n'y a pas de plateforme expérimentale suffisamment précise pour aller explorer cette physique. Et donc finalement, nos réseaux de lumière, ils vont aussi servir à explorer cette physique universelle dans des réseaux 2D. Donc voilà, ça c'est un sujet émergent que je ne résiste pas à vous raconter un petit peu. Donc voilà le menu du jour. Donc on va commencer par l'entrée. Le système physique. Alors, essentiellement, la brique de base de nos échantillons, c'est une cavité Fabry-Perot. C'est-à-dire on a 2 miroirs et puis une couche qui va servir de cavité dans laquelle la lumière va osciller entre les 2 miroirs. Alors pour faire des miroirs de très très grande réflectivité, on fabrique en semi-conducteur des miroirs interférentiels. Et en fonction du nombre de couches qu'on va mettre dans ces miroirs, on a une réflectivité qui peut aller jusqu'à 99,99% dans une petite plage de longueur d'onde. Donc, en fait, nos échantillons, ce sont des monocristaux qui sont des espèces de sandwich de différents semi-conducteurs, donc un millefeuille. D'abord un miroir interférentiel, ensuite une couche qui est la cavité, et puis le miroir du dessus. Et du coup, la lumière à l'intérieur, elle a des résonances. Le premier mode, il va avoir un ventre au milieu. Le deuxième mode, il va avoir 2 ventres. Donc, on a des modes de résonance. Et puis, l'énergie de cette résonance va changer en fonction de l'angle d'incidence de la lumière. Donc ici, ce que j'ai représenté, c'est l'énergie de notre résonance, de la résonance fondamentale ou bien pour un ordre donné, en fonction de l'angle d'incidence. Alors l'angle d'incidence, ça veut dire que ma lumière, elle arrive sur l'échantillon avec un angle, et donc il y a un petit K parallèle. Il y a, quand je suis en incidence normale, K égale 0, et puis K parallèle devient de plus en plus grand. Et donc tracer en fonction de l'angle, c'est pareil que tracer en fonction de K parallèle. Alors là, ce que j'écris, c'est que l'énergie de mon mode, c'est H bar C K sur N. N, c'est l'indice optique. K, c'est le vecteur d'onde de ma lumière. Et le module, donc c'est racine carrée de kx carré plus ky carré plus kz carré. Et kz, parce que je suis confinée dans ma cavité, kz est quantifié.
Donc, si je fais un développement limité au voisinage de kx et ky égale 0, donc au voisinage de l'angle d'incidence égale 0, eh ben, je peux montrer, c'est très facile, il faut faire le développement limité d'une racine carrée de 1 plus x, qu'on obtient une parabole. Donc, ça, c'est la dispersion de mes photons quand je regarde en fonction de l'angle. Alors, quand on est des gens de la matière condensée ou des gens de la physique quantique, quand on a une parabole, on aime bien écrire h bar 2 k2 sur 2m. Et du coup, c'est comme si on avait une masse. En gros, mes photons, quand ils sont confinés dans la cavité, eh ben pour moi, c'est des particules massives avec une masse qui dépend des propriétés de ma cavité. Alors après, donc ça, c'est une cavité vide, normale. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'à l'intérieur de la cavité, au ventre du champ électromagnétique, on introduit une zone active. Et dans la zone active chez nous, ce sont des puits quantiques. Donc c'est une couche bidimensionnelle dont l'indice est différent et dont le gap, la bande interdite entre la bande de valence et la bande de conduction, est un petit peu plus petite que le reste de la cavité. Et du coup, ça se comporte comme un piège pour les électrons et aussi pour la bande de valence, donc pour les trous. Donc, quand on excite avec de la lumière un puits quantique, alors j'ai un petit film que j'aime bien, voilà, on excite avec de la lumière, on peut promouvoir des électrons dans la bande de conduction, qui laissent des trous dans la bande de valence. Ils vont relaxer très rapidement. Et puis, donc, comme j'ai des charges moins dans la bande de conduction et plus des trous dans la bande de valence, en fait, si on laisse le temps au système de se thermaliser, si on est à suffisamment basse température, on forme ce qu'on appelle des paires électrons-trous. Donc, c'est un état excité de notre système. C'est un électron et un trou qui sont liés par interaction coulombienne et qui se baladent tranquillement dans le plan du puits quantique. Ils se baladent tranquillement pendant un certain temps. Puis, au bout d'un moment, comme c'est un état excité, eh ben, ils vont se recombiner et émettre un photon et mon système est revenu dans l'état excité. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débrouiller pour que le photon qui est émis par l'exciton, il soit exactement résonant avec le mode de cavité. Ça veut dire que ce photon, il va osciller dans la cavité suffisamment longtemps pour éventuellement être réabsorbé, puis ça va de nouveau faire un exciton, qui va de nouveau émettre un photon, qui va réosciller dans la cavité, etc. Donc en fait, on a des oscillations entre une excitation de la matière qui s'appelle un exciton et un photon. Et donc, à la fin at the end of the day, au bout du compte, eh ben, ce qu'on a, c'est vraiment un état propre. La lumière, quand elle est dans la cavité, ce n'est pas vraiment des photons. C'est des photons qui sont vraiment habillés par une excitation électronique. On peut imaginer que c'est vraiment 50% du temps, il est sous forme exciton, 50% du temps sous forme photon. Et donc, c'est vraiment un état mixte exciton-photon. Et ces particules, qui s'appellent des polaritons de cavité, ont été découvertes par un physicien français, Claude Weisbuch, en 1992. Et donc, si on regarde les dispersions, c'est très facile, c'est vraiment un exercice pas difficile. On peut montrer que les dispersions de nos polaritons, elles ont cette forme. On a deux branches de polaritons et à la résonance exactement, on est vraiment 50% exciton, 50% photon. Alors, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi je travaille depuis si longtemps sur les polaritons de cavité? Eh ben, c'est vraiment parce que comme c'est une superposition linéaire entre une partie matière et une partie photonique, on a des propriétés mixtes qui viennent des deux. En fait, on prend le meilleur des deux. Donc, de la partie photonique, vous voyez qu'il y a une masse effective qui est très légère. Vous voyez, il y a une dispersion qui ressemble à celle de la lumière. Donc, c'est des particules qui sont comme de la lumière, qui vont se propager très rapidement dans les structures. On va pouvoir regarder les photons qui sortent par au-dessus, ces photons qui oscillent et qui se marient avec des excitons. Des fois, ils s'échappent d'un des miroirs et c'est eux qu'on va mesurer. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir vraiment une image complète de la physique qui se passe dans la cavité. Donc, c'est la partie photonique qu'on détecte. Et après, pour de la physique un peu plus avancée, finalement, la partie photonique, c'est une partie qui fuit en permanence. Donc, il y a de la dissipation. Donc, c'est un système ouvert. Et donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment de la physique d'un système hors équilibre avec de la dissipation. Donc, c'est une famille de systèmes qui est très complexe et qui est très intéressante en ce moment. Alors, c'est des photons, mais avec une partie excitonique. Et ce qui est intéressant, c'est que les excitons, c'est de la matière. Ça interagit
entre eux. Donc les excitons, ils interagissent entre eux. Donc les polaritons, ils interagissent aussi entre eux via leur partie matière. Et ça donne lieu à des non-linéarités. Et donc ça donne lieu à des... Alors soit on dit des interactions, pour les gens qui viennent plus de la physique atomique, soit on dit des non-linéarités, pour les gens qui viennent plus de l'optique non-linéaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la non-linéarité est absolument géante. Elle est 3 ordres de grandeur plus forte que dans les cristaux non-linéaires standards. Et donc on peut faire des expériences non-linéaires avec des puissance extérieure relativement faible, et on a accès à tout un champ de physique non linéaire qui est beaucoup plus difficile à obtenir autrement, parce que souvent on fait fondre ces échantillons avant d'obtenir les effets qu'on cherche. La partie excitonique, elle peut aussi nous servir de gain, donc on peut faire laser les structures, et donc ça c'est ce qu'on peut appeler aussi condensation de Bose. On peut vraiment massivement occuper certains états de polaritons et obtenir une émission cohérente. Une autre chose qui est très utilisée en ce moment, c'est que les excitons, si je leur mets un champ magnétique, ils acquièrent un dédoublement Zeeman. Et donc les polaritons aussi. Donc c'est des photons qui, quand on leur met un champ magnétique, ont leur niveau qui vont la levée de dégénérescence entre les modes sigma plus et sigma moins vont être levés. Donc on a une réponse géante à un champ magnétique. Voilà, donc comment je les mesure ? Ce que je fais, comme je vous ai dit, je regarde ce qui s'échappe de la cavité. J'injecte de la lumière là-dedans, suivant différentes méthodes, et je regarde la lumière qui sort. Alors, si je regarde la lumière qui sort en fonction de l'angle, donc je récolte ma lumière dans un spectromètre, je regarde en fonction de l'émission, donc de la couleur de cette lumière, et en fonction de l'angle, ce que je vois directement, c'est les modes de polaritons. Et en fait, cette image qu'on voit ici, que je vous ai déjà montrée, c'est une image qu'on voit directement à l'écran quand on vient dans un laboratoire qui travaille sur les polaritons. C'est des données brutes qu'on voit directement à l'écran. Ensuite, on peut regarder aussi en fonction de l'espace. Je peux regarder ce point-là, ce point-là, ce point-là, combien de lumière il émet et à quelle énergie. Et donc, par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est, vu de la surface, un réseau en nid d'abeille, comme du graphène, un mode laser qui est en train de laser, et on voit la lumière qui sort de chacun des petits piliers. On peut aussi faire de l'interférométrie pour remonter à la phase de la lumière qui est émise. Et on peut comme ça imager des tourbillons qu'on appelle des vortex, d'autres types de défauts. On peut mesurer la cohérence de premier ordre, la statistique d'émission. On a vraiment une photographie complète de ce qui se passe à l'intérieur en faisant des expériences d'optique relativement standards. Alors, ces polaritons, ils sont devenus un peu célèbres, en particulier après ces travaux, donc qui commencent à dater, 2006, donc avec Benoît Deveau, qui travaillait à l'EPFL en Suisse, à Lausanne, et puis Daniel Lessidan, qui travaillait à Grenoble, et qui ont vraiment montré, donc en regardant en fonction de l'angle d'incidence et de l'énergie, que quand on pompe et qu'on augmente la puissance, tout d'un coup, on observe une occupation très, 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 très grande d'un mode précis, en bas le mode de plus basse énergie. Ce mode devient très fin spectralement et très cohérent spatialement. Et ils ont montré que ça ressemble énormément à ce que les gens des atomes froids voient pour des particules bosoniques. C'est la condensation de Bose-Einstein qui a été faite avec des atomes froids et qui a eu des retentissements très très grands dans la communauté scientifique. Alors les gens, pas forcément toujours été très convaincus parce qu'ils disaient oui mais ça ressemble beaucoup à un laser finalement. Quand on pompe un laser, tout d'un coup il émet de façon cohérente, ça ressemble exactement à ça. Ce qui n'est pas complètement faux. Donc voilà, c'est un sujet qui est toujours... c'est intéressant d'aller voir les différences et les ressemblances. Un autre papier qui a été très très important, ce sont des travaux, alors c'est un ensemble de papiers, d'abord une proposition théorique, puis une démonstration expérimentale du fait que cette lumière, à cause de ces interactions, elle peut devenir superfluide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ici, je vous montre un calcul théorique, mais il y a eu ensuite des expériences qui ont montré la même chose. Il faut imaginer que vous regardez vu du haut l'échantillon, ça c'est X et Y, et vous regardez la lumière qui sort vue du haut. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on injecte une onde plane dans la cavité qui se propage vers le bas. Et puis ici, il y a un défaut. Alors en optique, quand il y a un défaut, on est diffusé. Il y a de la lumière réfléchie, transmise. Et du coup, on voit des interférences entre la lumière incidente et la lumière diffusée.
Et ce qu'ils ont montré, c'est que quand on augmente la puissance, à cause des interactions, à cause de cette partie excitonique, eh ben, on peut atteindre un régime qu'on appelle un régime superfluide, où tout d'un coup, la lumière va se propager sans sentir du tout le défaut, et va avancer tout droit, et va devenir un peu superconductrice. Elle est plus du tout, c'est le même principe qui fait que les électrons s'apparient et deviennent supraconducteurs dans la théorie BCS. Et vous voyez que ici, on s'attend à ce qu'on ne voit plus du tout d'interférence parce qu'il n'y a plus de diffusion par le défaut. Donc ça a été vu expérimentalement. Et ça montre quand même que c'est de la lumière un peu spéciale. Voilà. Alors maintenant, comment on fait des réseaux? Alors, comment on fait des réseaux? Je n'ai pas mis mon chronomètre. C'est pas grave. Comment on fait des réseaux? Donc, en fait, on prend une approche qui ressemble beaucoup au modèle de liaison forte, pour ceux qui ont fait de la matière condensée un petit peu. On prend un atome, et puis ensuite, on va le coupler avec ses voisins pour faire des réseaux. Donc, si je prends notre élément de base ici, notre atome artificiel, ça va être un petit pilier. Donc on reconnaît la cavité ici, simplement au lieu que ce soit un échantillon bidimensionnel, on va le graver pour fabriquer un petit pilier qui est d'une taille de l'ordre de quelques microns de diamètre. Alors la lumière, elle est confinée verticalement à cause des deux miroirs, mais aussi latéralement à cause du saut d'indice de réfraction entre ce semi-conducteur et l'air. Et du coup, c'est comme une petite fibre optique, et on a des modes discrets. La lumière est confinée dans toutes les directions. Le mode du bas, c'est non seulement une corde vibrante verticale, mais aussi une corde vibrante latérale. Et donc, on a le premier mode, il a un ventre au milieu de la cavité. Le deuxième mode, il a deux lobes qui sont en opposition de phase. Et ici, je vous montre l'émission qu'on voit par au-dessus en fonction de l'énergie et de la position sur le pilier. Et vous voyez le mode du bas qui a un lobe, le mode un peu plus haut qui a deux lobes. Alors ça ressemble à des orbitales atomiques. Donc nous, on aime bien appeler ce mode-là le mode S, comme une orbitale S, et celui-là, le mode P. Après, on peut en coupler deux. Donc on peut fabriquer une molécule diatomique, deux petits piliers qui s'interpénètrent un petit peu l'un l'autre. Et à ce moment-là, ce qu'on voit directement quand on regarde en fonction de la position, c'est un mode liant et anti-liant pour les modes S et un mode liant et anti-liant pour les modes P. Donc on a vraiment fabriqué une hybridation entre les orbitales photoniques. Et puis après, on peut fabriquer une chaîne de piliers. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que les modes S forment une bande avec des modes qui sont complètement délocalisés sur l'entièreté de la chaîne. Les modes P aussi. Et maintenant, si je regarde en fonction de l'angle, je vois directement la structure de bande. Et donc ça, c'est la dispersion qu'on calcule quand on considère une chaîne périodique d'atomes. Alors, si on se place en termes de simulation de la matière condensée, on voit que le champ électromagnétique, ça revient au même que la fonction d'onde des électrons. Et puis, on pourra montrer que la polarisation de la lumière, ça va représenter le spin. Donc, on peut faire la correspondance entre notre système artificiel et puis la physique des électrons. Alors, pour vous montrer la précision qu'on a avant de passer à des choses, à des descriptions plus précises, je voudrais vous montrer ici des structures qu'on a réalisées, donc qui sont unidimensionnelles. La cavité avec les miroirs, elle est ici. Et ce sont des structures qu'on a modulées latéralement. Donc on confine localement plus ou moins les particules. Et au lieu de faire un potentiel périodique, on a fait un potentiel quasi-périodique. Donc on essaye d'étudier ici la localisation de la lumière dans des structures quasi-périodiques. Peu importe le détail, ici je vous montre un exemple de la lumière qu'on mesure le long d'un fil comme ça. Et ici je vous montre le potentiel qu'on a essayé d'imprimer sur la lumière correspondant au profil d'une de ces structures. Et ce que vous voyez, ce que je veux vous montrer, c'est la précision. Vous voyez qu'ici, à chaque fois qu'il y a un minimum de potentiel, je vois un mode qui est sur une seule lettre, on appelle ça des lettres, ces petits créneaux, et qui est à basse énergie. Ici, par exemple, vous avez deux lettres qui sont pratiquement à la même énergie, et vous voyez effectivement un mode qui est sur deux lettres, avec le mode liant en bas et le mode anti-liant en haut. Et vous pouvez prendre le temps de regarder. On a vraiment une précision extraordinaire et on a pu vraiment étudier, donc si ça vous intéresse, on a ce papier récent qui montre la localisation de la lumière dans des structures quasi-périodiques qui n'avaient jamais été faites avant. Et on a un contrôle vraiment extraordinaire de
du potentiel ressenti par les particules localement. Ça va? Alors, je vais rentrer dans le graphène. Donc, le graphène, c'est donc un réseau en nid d'abeilles et on peut montrer donc que la conduction de l'électricité, le transport électronique, s'effectue par des modes qui sont issus des orbitales PZ qui sont sur chacun des atomes de carbone du réseau. Et si on fait un petit modèle de liaison forte où on prend juste des orbitales localisées sur les nœuds du réseau avec un couplage au premier voisin, c'est très facile de calculer une dispersion les bandes d'énergie dans la première zone de Brillouin. Et ce qu'on trouve, c'est qu'il y a donc les bandes sont remplies. La première bande est complètement remplie, la deuxième bande est complètement vide. Et ces deux bandes se touchent à des endroits où la dispersion localement est linéaire. Et cette dispersion linéaire, ça ressemble à des électrons relativistes qui sont décrits par l'équation de Dirac. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ces régions les points de Dirac. Et ces cônes, on les appelle les cônes de Dirac. Et les propriétés de transport extraordinaire du graphène viennent vraiment du fait qu'il y a cette dispersion caractéristique. Donc, nous, on peut faire la même chose avec nos piliers. Si on couple un réseau de piliers en géométrie en nid d'abeille, eh ben, chaque mode S dans chaque pilier va se coupler avec ses premiers voisins, et puis les modes P aussi. Et du coup, on peut donc voir des bandes. Et donc ça, c'est ce qu'on voit. Donc ici, on a deux dimensions, Kx et Ky. Et donc ici, je vous montre une coupe suivant une valeur de Kx. Donc on regarde suivant un angle et on regarde ensuite en fonction de l'autre angle suivant Y. Et donc ce que vous voyez, c'est qu'on observe ici sur ce graphe, dans cette partie-là, c'est les bandes qui viennent de l'hybridation des modes S. Et on voit exactement la même forme de dispersion qu'ici avec les fameux cônes de Dirac. Mais ici, c'est de la lumière, c'est la structure de bande de la lumière dans un réseau. Et si on fait une coupe à l'énergie de ces cônes de Dirac, on voit les points de Dirac, la première zone de Brillouin, les zones de Brillouin adjacentes. Donc en fait, on est en train de faire l'équivalent d'une manip d'Arpès, pour ceux qui connaissent, sur du graphène, mais avec 4-5 lentilles sur une table optique. Alors, on peut aussi faire l'ingénierie des bords, parce que les bords, en fonction des bords, il y a des états de bords où il n'y en a pas. Et donc ici, on a 4 types de bords. On a les bords du graphène qui s'appellent zigzag et fauteuil ou armchair. Et puis, on a des bords un peu spéciaux avec une liaison pendante qu'on ne peut pas faire dans du vrai graphène, mais qu'on peut faire ici, parce que si on met des piliers tout seuls, isolés, ils ne vont pas bouger. Et donc, on peut regarder la physique des états de bord en fonction de la terminaison locale. Alors, je vais vous montrer juste un exemple de travaux qu'on a réalisés qui concernent... Alors, en fait, si on regarde un peu ce réseau en nid d'abeille, le réseau de Bravais, en fait, c'est un réseau triangulaire et on a 2 atomes par maille. Donc, si je veux décrire les états propres de mes électrons, il faut que je donne la fonction d'onde sur chacun des sous-réseaux. Et donc, en fait, un vecteur propre, c'est un vecteur à 2 composantes qui me donne l'amplitude des fonctions d'onde sur le sous-réseau A et l'amplitude des fonctions d'onde sur le sous-réseau B. Donc, un vecteur à 2 composantes unitaires, on peut le décrire comme une phase. En fait, il suffit de donner cette phase pour avoir ce vecteur unitaire. Et cette phase, on peut la représenter comme un angle. Et donc, on peut tracer dans le plan, en fonction par exemple de Kx et Ky, alors là c'est Qx et Qy, c'est au voisinage d'un cône de Dirac, on peut tracer l'angle qui correspond à ces vecteurs propres. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu la topologie, mais en gros, ce sont des propriétés électroniques qui sont supérieure à celle de juste les structures de bande, les énergies. Donc en fait, c'est quand on a des matériaux, on peut regarder leur structure de bande, leurs énergies propres, mais la topologie, elle n'est pas dans les énergies propres, elle est dans les vecteurs propres. Et donc ici, c'est en regardant les vecteurs propres qu'on peut voir des propriétés particulières. Et en particulier, donc ici, ce que vous voyez, c'est la direction des vecteurs propres en fonction de Qx et Qy. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'autour des cônes de Dirac, les vecteurs propres, ils tournent. Ils tournent de 2π
de plus de pi ou de moins de pi, suivant qu'on est sur un point K ou un point K'. En fait, il y a deux types de cônes de Dirac, qui sont pas de points de Dirac, qui ne sont pas équivalents et autour duquel les vecteurs propres tournent. Donc quand vous avez un vecteur qui tourne, ça veut dire qu'il y a une singularité. Ça veut dire que la phase, elle n'est pas définie au point de rotation, parce que vous avez toutes les phases à la fois. Et donc, c'est ce qu'on appelle une charge topologique. C'est un nombre d'enroulements, et ça donne en fait une robustesse à ces points de Dirac. Alors, ce qu'ont montré donc des théoriciens, au moment où ont commencé à apparaître des simulateurs du graphène, et c'était plutôt avec des atomes froids, ils ont pu commencer à réfléchir à des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer avec du vrai graphène. Et ils ont imaginé de regarder qu'est-ce que devient la structure de bande du graphène quand on lui appuie dessus ou quand on tire très fort. Et donc, c'est ce qu'on appelle une contrainte uniaxiale, c'est-à-dire qu'on tire ou on appuie que dans une direction. Donc, ça veut dire que j'écrase, par exemple, si j'apporte une compression suivant cette direction, je vais rapprocher ces atomes. Donc, je vais augmenter T2, le couplage entre ces deux atomes, par rapport au couplage T1, suivant les deux autres directions. Donc, la contrainte, je la définis par bêta, qui est le rapport entre T2 et T1. Donc, si bêta est plus grand que 1, ça veut dire que j'appuie dessus, je comprime mon échantillon. Et si bêta est plus petit que 1, ça veut dire que je diminue T2, ça veut dire que j'étire mon échantillon. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est que quand j'appuie très fort, vraiment très fort, puisque je veux aller jusqu'à bêta égale 2, c'est-à-dire que le couplage là est 2 fois plus fort que dans les deux autres directions. Si je fais ça avec du graphène, il fond bien avant d'arriver à faire ça. Et bien, ce qu'ils ont montré, c'est que mes deux cônes de Dirac, suivant une direction, se rapprochent. Il y a un point critique, bêta égale 2, où ils se touchent. Ils appellent ça la fusion des cônes de Dirac. Et en fait, à partir du moment où j'ai la fusion des cônes de Dirac, je peux ouvrir un gap. Et qu'est-ce que la façon topologique de comprendre ça? C'est qu'en fait, j'ai deux charges topologiques de signes opposés qui sont robustes, qui vont se recombiner. Quand je suis à bêta égale 2, j'ai plus de rotation, mes vecteurs propres ne tournent plus, j'ai plus de singularité, et à partir de là, je peux ouvrir un gap. Une chose qui est intéressante et originale, c'est que quand je suis exactement au point de contact, la dispersion locale, elle est très spéciale. Elle est linéaire suivant une direction. Donc là, c'est exprimé en fonction des matrices de Pauli. Peu importe, ce qu'il faut regarder, c'est QY et QX. Et vous voyez que c'est linéaire en QY et quadratique en QX. Donc les particules se comportent comme des particules sans masse, des particules de Dirac suivant Y et des particules massives suivant X. C'est une espèce de particules bizarroïdes dont les propriétés de transport, forcément, sont originales. Donc, on a essayé de faire ça avec des réseaux. Donc, on n'a pas appuyé comme des fous sur nos réseaux. Il suffit, dès le début, de fabriquer des réseaux de piliers qui sont un petit peu écrabouillés suivant une direction ou, au contraire, étendus. Et donc, on est capable de faire, par lithographie électronique et gravure, plusieurs types de réseaux sur le même échantillon. Donc ici, ce que vous voyez, c'est des réseaux qui ont tous le même nombre de mailles. Et donc, vous voyez que ici, par exemple, bêta égale 1, j'ai un réseau carré, j'ai les mêmes couplages dans toutes les directions, les mêmes distances. Et là, je fais bêta égale 0,3. Je suis en train de tirer sur mon réseau suivant la direction horizontale. Et c'est pour ça que je vois un rectangle allongé suivant la direction horizontale. Donc, vous voyez l'image de plus près. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on fait de l'optique ? Donc là, ici, bêta égale 1, j'ai mes cônes de Dirac. Ici, je vous montre bêta égale 2. Et donc, je peux mesurer la dispersion suivant toutes les directions. Et donc, ce qu'on voit, c'est que suivant une direction, on a une dispersion quadratique. Et suivant l'autre, on a une dispersion linéaire. Donc, j'ai des photons ici. Quand j'injecte des photons à l'énergie de mes cônes de Dirac, j'ai des photons qui ne sont plus des cônes de Dirac d'ailleurs. J'ai des particules, des photons qui sont ce qu'on appelle semi-Dirac, qui sont comme des particules sans masse dans une direction et massives dans l'autre. Et donc, on a étudié et montré l'anisotropie du transport dans cet article-là. Et puis, si je vais au-delà, bêta égale 3,4, je vois très bien que j'ai ouvert un gap. Après, on peut mesurer directement les états propres, mesurer ses windings, etc. On a vraiment accès à toutes les propriétés en sondant l'amplitude et la phase des modes. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au-dessus, il y a les bandes P.
qui sont dans un... donc il y a les PX et les PY qui sont dans un réseau en nid d'abeilles, qui ont aussi une structure très intéressante. Celle-là, on ne peut pas la voir dans du vrai graphène. Il y a une bande ici qui est très plate. Il y a des cônes de Dirac. Et on peut regarder aussi ce qui se passe en fonction de la contrainte uniaxiale. Et on a montré l'émergence de cônes de Dirac très exotiques qui n'existent pas dans la nature et qui sont très intéressants. Donc, je vous invite éventuellement à lire ce papier si ça vous intéresse. J'ai combien de temps, là? Un quart d'heure? OK. Il y a des questions? Non. On peut faire la séance de questions en même temps, si vous voulez. Alors, maintenant, je voudrais vous raconter donc un autre effet. Donc là, je vais mettre de l'effet laser. Donc, je vais vraiment... Parce que tout ça, je m'intéressais qu'aux photons. Là, j'aurais pu même utiliser une cavité vide. Maintenant, je vais m'utiliser le gain de mes puits quantiques pour déclencher une émission laser, et une émission laser dans un mode qui est rigolo et intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser à une propriété de la lumière, qui est donc un moment angulaire. En fait, la lumière peut avoir deux types de contributions à son moment angulaire. L'une qui est juste sa polarisation, la polarisation circulaire, sigma plus et sigma moins. En fait, c'est équivalent à un moment angulaire plus h bar et moins h bar. Et puis, il y a un autre type de moment angulaire qui vient de la rotation de la phase au cours de sa propagation. Et là, c'est un degré de liberté qui n'est pas limité. On peut tourner autant de fois qu'on veut. Donc, c'est en fait un degré de liberté qui est très intéressant pour coder l'information. Parce qu'au lieu d'avoir juste 0 et 1, sigma plus, sigma moins, je peux vraiment augmenter la base pour coder l'information parce que c'est un degré de liberté qui n'a pas de limite. Donc, il y a pas mal d'applications qui sont proposées pour utiliser cette lumière pour traiter l'information classique quantique. Il y a aussi possibilité d'utiliser ces moments orbitales pour manipuler dans des pinces optiques des nanoparticules. Et en fait, ce moment angulaire, on peut le transférer en un moment mécanique à des nanoparticules. Donc, en éclairant des nanoparticules avec une lumière qui a une phase qui tourne, on peut faire tourner ces particules. Donc, ça montre vraiment que c'est un vrai moment mécanique, quoi. Alors, pour faire ces sources de lumière, il y a des gens qui travaillent avec ce qu'on appelle des modulateurs spatiaux de la lumière, Spatial Light Modulators, qui sont des appareils qui sont basés sur des cristaux liquides la plupart du temps, qui s'achètent, qui sont extrêmement versatiles et qui permettent d'imprimer un masque de phase sur une lumière incidente et de créer n'importe quel moment angulaire. Mais donc c'est très versatile, par contre c'est très gros et c'est très lent. Alors, les gens qui essayent de faire des matériaux intégrés et rapides, souvent utilisent des métamatériaux. Et en gros, ce sont des petits résonateurs qui vont avoir une forme un petit peu chirale, une espèce d'hélice qui va être dans une direction ou dans l'autre et qui va permettre de donner ce moment angulaire à la lumière. Mais c'est sculpté comme ça, c'est statique. Et une fois qu'on l'a fait, on ne peut plus le changer. Donc, ce qu'on va voir, c'est que ici, on a un petit peu un intermédiaire entre les deux, un système qui est facilement mis à l'échelle, qui va être très efficace, mais qui sera en plus versatile puisqu'on va pouvoir contrôler la chiralité. Alors, je reviens à mon petit modèle de base. Je me prends 6 petits carbones ou 6 petits piliers et je fais un petit modèle de base de liaison forte où je couple chacun de mes 6 carbones à son premier voisin. Alors ça, c'est un exercice qui est intéressant, mécanique quantique. On a juste besoin d'utiliser le fait qu'il y a une invariance par rotation. Et en faisant ça, on trouve les énergies propres et les vecteurs propres. Et on trouve qu'il y a 4 niveaux d'énergie et 6 états propres, puisqu'on est parti de 6 états. Et les 6 états propres, ce sont tous des combinaisons linéaires de chacun des modes de chaque pilier ou chaque atome, avec un terme de phase. Alors, ce terme de phase, c'est le même, L égale 0 pour l'état fondamental. Toutes les orbitales sont en phase. Ce terme vaut L égale 3 pour le niveau du haut. Ça veut dire que chaque orbitale est en opposition de phase avec ses voisins. Et puis là, il y a 2 modes, 2 niveaux d'énergie qui sont doublement dégénérés et qui sont intéressants. Parce que là, il y a un saut de phase, soit de 2π/6, soit de 4π/6 entre un pilier et l'autre. Et la phase, elle tourne dans un sens ou dans l'autre. En fait, ce sont des modes qui présentent
un moment angulaire, plus ou moins h bar, ou plus ou moins 2 h bar. Et bien sûr, comme le système est invariant par renversement par le temps, les deux états sont dégénérés. Alors, quand on fait une petite molécule comme ça, qu'on l'excite par au-dessus et qu'on regarde ce qui se passe, ben, on voit effectivement les 4 niveaux d'énergie qui sont prévus. Alors, en fait, là, je vais introduire un degré de liberté supplémentaire. Moi, je travaille avec de la lumière, et la lumière, elle a une polarisation. Alors, si on va regarder en détail, et là, il faut prendre les équations de Maxwell et regarder un petit peu les propriétés des modes optiques dans cette structure, on peut voir que le couplage, en fait, entre les modes qui sont confinés et qui sont polarisés le long de la liaison ou orthogonales à la liaison, eh ben, ce n'est pas exactement le même couplage. Donc, en fait, au lieu d'avoir 2 modes S, ben, j'en ai 4, parce qu'il y a la polar. Et, en fait, au lieu de former 2 modes liants et c'est tout, et anti-liants, eh ben, j'ai 4 modes. J'ai une levée de dégénérescence. Et le mode liant avec la polar horizontale, il n'est pas exactement à la même énergie que le mode liant avec la polar verticale. Donc, ça veut dire que si je veux décrire mes 12 états dans ma molécule de benzène, il faut que je prenne mon couplage au premier voisin, mais que je prenne en compte le fait que, suivant cette direction et celle-là, ce n'est pas le même couplage. Et cette direction et celle-là, ce n'est pas la même si je suis sur cette liaison, ce lien, ou sur celui-là. Vous voyez, ça tourne. Donc, j'ai un couplage entre la polarisation et l'angle azimutal. Et donc, j'ai un couplage entre le spin et l'orbital. Il suffit de décrire ça, c'est un petit peu plus compliqué, c'est pas très sorcier, ça me fait quand même une matrice 12 par 12. Et quand je fais ça, ce que je trouve, c'est que ces niveaux-là, où j'avais juste 2 niveaux dégénérés, 2 fois, puisqu'il y avait la polar, et ben, ils acquièrent une petite structure. En bas, j'ai un mode en fait, qui est polarisé linéairement avec une polarisation orthoradiale. Ici, en haut, j'ai un mode radial. Alors, si vous regardez, c'est vraiment une combinaison linéaire entre un moment orbital L égale moins 1 sigma plus et L égale 1 sigma moins. Mes 2 degrés de liberté sont mélangés maintenant. Et de la même façon ici, mes 2 degrés de liberté, le moment orbital et la polaire sont mélangés. Mais ce qui est super, c'est qu'ici au milieu, alors j'ai un petit décalage, mais ils sont dégénérés, ces 2 états. J'ai des états qui sont purs de polarisation et purs de moment orbital. Alors évidemment, comme mon système est invariant par renversement par le temps, ils sont dégénérés si je fais rien, mais ils sont purs. Et puis là-haut, c'est pareil. J'ai 2 états au milieu qui sont purs de polar et purs de moment orbital. Donc l'idée, c'est que moi, ces modes-là, ils m'intéressent. Et je voudrais faire quelque chose pour les faire sortir et n'en faire sortir qu'un sur les 2. Et une façon de briser l'invariance par... Donc qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais briser l'invariance par renversement du temps? Eh bien, je vais la briser avec mon excitation. Je vais exciter, polariser sigma plus ou polariser sigma moins. C'est moi qui vais peupler plus des porteurs qui seront polarisés en spin. Alors, j'excite mon système de façon très non résonante. Si j'ai mes niveaux qui sont ici, j'excite à 10 mètres au-dessus d'ici. J'excite très haut en énergie. Je crée des porteurs qui sont polarisés en spin, qui vont relaxer, qui vont perdre beaucoup de leur polarisation, mais pas complètement. Et quand j'en arrive à être presque au régime de gain laser, eh ben, je vais avoir un peu plus de gain en sigma plus qu'en sigma moins. Et du coup, le mode qui a le plus de sigma plus. Donc, vous voyez ici, j'ai la compétition entre 3 modes. Le mode sigma, lui, il n'a pas de sigma plus, donc il ne joue pas. Mais j'ai ce mode-là, et ce mode-là qui peuvent se mettre à laser. Et quand l'émission laser démarre, c'est le mode le plus fort qui gagne. Il y a une espèce de compétition de mode. Le mode qui a le plus grand gain, il va prendre tout, et les autres, ils sont KO. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'ici, il y a un 1 sur racine de 2. Et en fait, on peut montrer que le gain de ce mode, il est 2 fois plus faible. Les gains de ces 2 modes sont 2 fois plus faibles que le gain de celui-là. C'est celui-là le plus fort, c'est lui qui va remporter la compète. Et c'est ça qu'on voit. Quand je pompe, je regarde l'émission. Sous le seuil, j'ai un peu plus de lumière en sigma plus qu'en sigma moins, mais pas beaucoup, 10%. Je garde seulement 10% de polarisation circulaire. Mais quand je commence à laser, c'est 10% de gain en plus. Ça suffit à faire que mon mode sigma plus gagne. Et mon émission laser, elle est vraiment sigma plus. Elle est sigma plus, elle est partout sur ma molécule. Et maintenant, il faut que je vous prouve qu'il y a un moment orbital. Et pour faire ça, on fait de l'interférométrie. Donc, je vais faire interférer l'émission de ma molécule avec une molécule beaucoup plus grosse dont j'ai grandi l'image pour que je fasse interférer chaque lobe avec un pétale qui va servir de référence.
Alors ça, c'est l'image brute. C'est ce qu'on voit à l'écran. On voit très bien qu'il y a une dislocation dans la phase et on peut, par transformée de Fourier, reconstruire la phase et on voit que l'émission émise par ma molécule, elle tourne de 2π le long de la molécule. Donc il y a un moment orbital L égale +1. Maintenant, si je pompe sigma moins, je fais la même manip, simplement je change l'excitation, je vois que j'ai L égale -1. Donc, je suis capable de faire un espèce de micro-laser dont la lumière est en tire-bouchon et change de sens en fonction de la polarisation. Après, on peut changer un petit peu la géométrie de la molécule pour que ce soit le mode L égale 2 qui lase. Et à ce moment-là, par interférométrie, on peut montrer qu'on a un saut de 4π, une rotation de 4π quand on tourne autour de la molécule. Et on peut faire la même chose si on pompe sigma moins, on a -4π. Voilà, donc c'est un exemple de comment on peut s'inspirer d'un problème de mécanique quantique vraiment de base pour faire un dispositif intéressant. Pour ceux qui sont très savants dans la salle, le couplage spin-orbite, il est aussi présent dans le graphène. Et on peut voir un couplage spin-orbite qu'on appelle Dresselhaus, qui est très connu en physique quantique. On peut le mettre en physique de la matière condensée. On peut le mettre en évidence aussi au voisinage des pointes Dirac. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par Dimitri Križanovský à Sheffield et qui est très joli, qui montre vraiment l'analogie avec la matière condensée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous ai... Donc là, j'avais un laser. On peut aussi faire des expériences où on est vraiment... on utilise à fond la non-linéarité, dont je vous ai dit qu'elle était géante. Et donc, on a fait beaucoup de travaux très non-linéaires, soit dans des molécules diatomiques, soit dans des chaînes indées, soit dans un réseau qui a une bande plate, soit dans un réseau qui a des propriétés topologiques. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué. Mais voilà, vraiment, la plateforme permet de faire des expériences très non-linéaires. Alors, pour finir, je ne résiste pas à vous parler de cette physique universelle. Donc, cette physique universelle, c'est la physique qu'on appelle KPZ, de ces 3 physiciens, dont Parisi a eu le prix Nobel de physique cette année, en fait. Et donc, c'est de la physique, en fait, ces gens ont écrit pour la première fois cette équation, qui est une équation non linéaire, stochastique. Ça veut dire que ça, c'est du bruit. C'est du bruit blanc. Et donc, qu'est-ce que ça décrit? Ça décrit la variation en fonction du temps d'une grandeur qu'on appelle h. Et donc, dans cette équation, il y a 2 termes. Un terme diffusif et puis ce terme très particulier qui est en gradient de h au carré, qui est un terme non linéaire. Et cette équation, elle décrit très, très bien la croissance d'un interface classique. Elle décrit comment, par exemple, le givre développe des espèces de structures un peu fractales sur une vitre. Elle décrit la croissance de clusters de bactéries. Elle décrit la croissance d'un front de combustion. Elle décrit la croissance d'un agrégat de cristaux liquides. Elle décrit énormément de systèmes. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que cette équation, elle vous prédit des corrélations entre ce qui se passe à un instant x et à une position x et à un instant t, et ce qui se passait à un instant t égale 0 et en x égale 0. Donc, elle montre comment on a le développement de corrélations spatio-temporelles des fluctuations. Et c'est pour ça que ce qui se développe à un certain temps et à une certaine échelle va se développer de la même façon à un temps plus grand et à une autre échelle, et c'est pour ça que ça devient fractal. Et donc, ce que ça prévoit, c'est qu'en fait, les corrélations se développent avec des coefficients qu'on appelle des coefficients critiques, qui sont universels, qui ne dépendent pas du système qu'on est en train de regarder et qui sont très connus, parfaitement connus en 1D, et par contre, en 2D, ils sont beaucoup moins connus. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment un problème qui est hyper intéressant aussi pour les mathématiciens. La résolution de l'équation de KPZ de façon analytique en 1D, ça a valu la médaille Fields en, je crois, 1994, mais je ne suis pas tout à fait sûre, mais en tout cas, ça ne fait pas longtemps. Et c'est toujours un problème ouvert en mathématiques. Un des problèmes importants en maths, c'est de résoudre cette équation en 2D ou en dimension plus grande. D'un point de vue expérimental, cette physique a été explorée
amélioré, mais pas vraiment complètement en 1D. Et en 2D, on n'a pas de plateforme expérimentale. Alors, quel lien? Qu'est-ce que je vous raconte là? Ça, je vous ai assommé avec plein de trucs et maintenant je me mets à raconter un truc qui n'a rien à voir. Eh bien, en fait, si, ça a à voir. Ce qui a été montré, c'est que, donc ça, c'est des prédictions théoriques qui ont commencé à arriver en 2015 par différents théoriciens et puis qui ont été un petit peu approfondies ensuite. C'est que, donc, imaginez mon système, je pompe non résonant. Je viens en fait peupler plein de paires électrons-trous et tout ça dans une grande boîte noire qu'on appelle le réservoir. Et puis, je viens alimenter un mode laser ou un mode de condensat qui va émettre de la lumière. Alors, la façon la plus simple de décrire ça, c'est d'écrire que j'ai mon réservoir, c'est une boîte noire, c'est lui que je pompe. Il a un certain temps de vie et il va venir alimenter par relaxation stimulée mon condensat qui a une certaine masse. Je vous ai dit que les photons avaient une masse. Il y a une non-linéarité Kerr, mais on peut l'oublier dans cette expérience. Et puis, il y a des pertes et du gain qui viennent de la relaxation. Et j'ai du bruit stochastique. Et bien, ces théoriciens, ils ont montré que dans certaines approximations, on peut montrer que la phase de mon condensat, elle obéit exactement à une équation KPZ. Ça veut dire que je m'attends à ce que les corrélations de phase spatiales et temporelles montrent ces lois d'échelle universelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comment on peut comprendre ça? En fait, ce n'est pas très difficile. J'imagine que j'ai ma lumière et ce que je regarde, c'est mon front de phase à un instant donné. Et ensuite, je le regarde un peu plus tard et encore un peu plus tard. Et donc, ça joue en fait le rôle d'une interface qui se développe au cours du temps, qui se déforme. Et je regarde les corrélations à un instant t, à x, en une position x, en fonction de ce que j'avais avant à t égale 0 et en x égale 0. Donc, c'est comme une interface. Et du coup, comment je vais accéder aux corrélations? Eh bien, on peut montrer qu'il suffit de mesurer le G1, la cohérence spatiale. Alors, en fait, c'est moins 2 log de G1, peu importe les détails. On doit voir des comportements universels avec les fameux exposants critiques universels. Donc, c'est ça qu'on a fait. Alors, il y a un truc... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, les gens qui travaillent dans les lasers connaissent ça. Il y a une instabilité de modulation qui fait que quand je veux faire un très grand condensat, pour aller regarder sur des grandes tailles la cohérence, eh ben, mon condensat, en fait, il devient instable. Il se brise en 1000 morceaux et les morceaux ne sont pas cohérents entre eux, donc c'est mort, je ne peux plus faire ça. Et donc, on a trouvé dans les réseaux une façon de générer la condensation sur l'effet laser sur certaines bandes qui n'ont pas cette instabilité. Et c'est ça qui nous permet d'avoir des modes laser ou des modes condensés qui font plus d'une centaine de microns de long. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir regarder la cohérence en différents points et à différents instants. Donc ici, vous voyez une image d'interférométrie sur un réseau où je fais interférer le condensat avec son image inversée par un miroir. Donc je vois en 0 l'interférence d'un point avec lui-même, mais quand je suis ici, je vois l'interférence entre plus 15 et moins 15 microns. Et ça, c'est juste un morceau de l'interférence pour vous montrer les franges, c'est super cohérent. Donc après ça, on peut mesurer la cohérence spatiale. Ça, c'est des points expérimentaux en fonction de delta x, delta t. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est magnifique, c'est que tous les points rentrent sur des courbes universelles. Donc ça, c'est la courbe de KPZ universelle dans des échelles réduites où il y a les exposants critiques de KPZ et ça marche parfaitement. Donc on a une plateforme qui permet de mesurer cette physique. C'est la première fois que ça a été fait dans un système quantique. Et on va pouvoir maintenant aller en 2D. Maintenant qu'on a les paramètres, en plus, on a pu travailler avec des collaborateurs théoriciens qui arrivent maintenant très bien à rendre compte de ces expériences. Donc, on sait exactement les paramètres qu'il faut mettre dans les simulations. On va pouvoir s'attaquer à 2D. Voilà. Je conclus. J'espère vous avoir montré que cette plateforme, finalement, elle nous sert à faire des tas de choses très différentes. La physique de Dirac, j'ai vaguement mentionné les quasi-cristaux. On peut faire de la topologie, regarder des non-linéarités géantes, maintenant faire du KPZ. Il y a des très grandes perspectives pour faire encore des tas de choses avec ça. KPZ en 2D, regarder la topologie dans régime non linéaire, c'est un sujet qui est complètement émergent et très intéressant. Et puis, il y a aussi des prédictions et des propositions qui sont très difficiles à obtenir, mais on travaille beaucoup pour ça, pour essayer d'aller dans le régime quantique. Donc avoir vraiment des non-linéarités sensibles aux polaritons uniques. On n'y est pas encore, mais on pense qu'on peut y arriver.
Et last but not least, il y a toute une communauté qui travaille. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais on travaille à basse température. On est à 10 K parce que c'est là que tout se passe le mieux. Mais il y a des gens qui travaillent à développer des matériaux alternatifs avec des excitons et des polaritons plus robustes pour pouvoir transférer tout ça à température ambiante et donc aller vraiment vers des applications. Je finis en remerciant tous les collaborateurs. Donc, comme vous voyez qu'on travaille sur un très grand nombre de sujets de physique différents, on travaille avec des experts théoriciens, experts chacun dans des domaines complémentaires. Et donc, voilà, c'est un bonheur de travailler avec eux. Et puis, sans eux, on n'y arriverait pas. C'est vraiment un travail où parfois, là, par exemple, pour KPZ, on a vraiment découvert la physique ensemble, aussi bien du point de vue théorique qu'expérimental. Et puis, donc, je tiens beaucoup à remercier, évidemment, toute l'équipe. Donc, j'ai travaillé pendant de longues années avec Alberto Amo, qui est chercheur au CNRS, qui était au C2N et qui est parti ensuite fonder son groupe à Lille. Mais on continue à travailler vraiment ensemble et à faire nos réunions de groupe en fait ensemble. Et puis, donc, je voudrais aussi remercier Sylvain Ravet, qui a rejoint le groupe aussi en tant que chargé de recherche. Je veux remercier particulièrement ces gens-là, qui sont les gens qui fabriquent nos échantillons, qui font la croissance et qui font la gravure dans notre salle blanche, avec lesquels on travaille en étroite collaboration et qui sont des gens fantastiques. Et puis, bien sûr, je veux remercier les jeunes qui travaillent sur les expériences. Et donc ici, vous voyez, on est allé changer d'air en juin 2020, après le confinement. On est allé voir ailleurs si on y était. Donc ça, c'est le groupe en juin, après la sortie du confinement. On a attrapé des coups de soleil parce qu'on n'avait plus l'habitude de voir la lumière. Voilà. Et après ça, je voudrais vous remercier pour votre attention et m'excuser d'avoir été un peu longue. Merci. Merci. Vous avez des questions ? Merci Jacqueline pour ce très bel exposé. Effectivement, des questions très récentes en physique. Alors, on a le temps pour quelques questions. Qui veut commencer ? Les petits jeunes, là. Posez-moi des questions. Bon, allez, je vais commencer. J'ose pas. Donc, tu as parlé des polaritons qui étaient essentiellement liés à des excitations électroniques. Il y a aussi des polaritons qui sont liés à des mouvements de phonons, donc plus dans le domaine des terahertz. Est-ce qu'il y a l'équivalent dans ce domaine spectral ? Disons que oui, il y a des gens qui essayent de faire ça, mais c'est plus compliqué de les contrôler. Mais au labo, il y a l'équipe de Daniel Lanzilotti qui essaye de propager des phonons dans des... Donc, il a par exemple fait des structures qui sont quasi périodiques et il voit des répliques phonons et des propriétés un peu fractales dans le spectre de phonons, des états de bord phononiques topologiques. Donc, on peut faire l'équivalent. Ouais, tout à fait. D'autres questions ? Bruno. Merci madame. Donc, en prenant un peu toutes ces très belles notions, je ne les ai pas toutes compris, mais de contrôle de courbe des dispersions, de jouer avec ces états de lumière, puis avec ces motifs spéciaux que vous avez la chance de pouvoir graver, est-ce qu'on pourrait prévoir des topologies qui se croisent et du coup qui soient capables de, comme une forme de principe de retour inverse de la lumière, de tout aspirer la lumière qui serait dans l'alentour pour la capter et peut-être en faire quelque chose. Un genre d'aspirateur à lumière. Parce que j'ai l'impression que vous avez tous les outils pour prendre dans plein de vecteurs d'ondes différents, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'on peut faire ça doit être possible. Alors, en fait, il y a des prédictions théoriques et on est en train de travailler là-dessus pour essayer de faire un espèce de tourbillon. En fait, c'est même un trou noir. Ça ressemble à un trou noir. La lumière, elle tourne. Et puis, si on met une perte un peu supérieure au milieu, elle va être aspirée, être accélérée et finalement tomber dans le trou. Et donc, on est en train de travailler à ça, effectivement. En fait, on peut, avec cette histoire de superfluidité, d'un liquide qui est vraiment avec des interactions, on peut vraiment faire l'analogue d'un trou noir. Et donc avoir une région dans laquelle... Alors, c'est un trou noir pour les excitations.
Donc, il y a des excitations qui vont pouvoir se propager sur ce fluide. Et il y a des régions où les excitations, quand elles y sont, elles ne peuvent plus en sortir. Donc, soit nous, on a déjà fait un petit trou noir qu'on appelle acoustique, parce que c'est pour les vibrations par-dessus ce fluide de lumière. On l'a fait en 1D, mais il y a effectivement ce qu'on appelle des trous noirs qui tournent. Et donc, ça ressemble exactement à un aspirateur à lumière que vous décrivez. Est-ce que ça peut servir à quelque chose? Je ne sais pas. Mais à faire avancer la physique, oui, ça, c'est sûr. Mais c'est déjà ça. Oui, bonjour. Merci pour ce très bel oral. Moi, j'avais une question, c'était en rapport avec la matière condensée. Est-ce que vous pouvez imaginer des architectures de cavités pour aborder les problèmes de twist? Oui, ça c'est la question. Pour l'instant, vous avez vu, on est statique. Hein. Donc, on peut, voilà, ce qu'on grave, on le grave partout. Il faudrait arriver à graver une partie et puis graver par en dessous, twister. Je pense que ce n'est pas vraiment possible. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est imprimer un moiré, par exemple. C'est-à-dire simuler la physique de photons dans le potentiel qui est ressenti quand on est à des angles particuliers. Mais pour l'instant, ce n'est pas très évident d'arriver à trouver un moyen de twister. Ou alors, il faudrait travailler avec des membranes. Voilà. Après, on a des bandes plates pour nos photons. Donc, on a déjà condensé dans une bande plate, regardé les plaquettes élémentaires. Donc, cette physique-là, on peut la faire. Une autre question? Oui, bonjour et merci pour votre belle présentation. Je n'ai pas une question vraiment, c'est un point que je n'ai pas bien compris. C'est comment vous créez en fait, la charge topologique L égale à 2. Cette partie-là, je n'ai pas compris. Comment je crée... Qu'est-ce que c'est que cette charge topologique? Passer de L égale à 1 à L égale à 2. Ah, alors comment je passe de L égale à 1 à L égale à 2? Donc, d'accord, je ne l'ai pas très bien expliqué, il faut dire. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, j'ai des niveaux. J'ai le niveau fondamental, le niveau là, et puis ici, j'ai cette petite structure en diamant avec 4 niveaux, et un peu en dessous, j'ai cette structure en diamant à 4 niveaux. Il faut imaginer que c'est les modes que je vous ai montrés là. En fait, le niveau, il est là. Puis là-dedans, il y a 4 petits niveaux. 4 petits niveaux est là. Et donc, ce qu'on a, c'est qu'on a donc des modes. Ça, c'est les modes photoniques. Et après, j'ai un matériau à gain. Et en fait, sur l'échantillon, j'ai un petit gradient qui fait que mes modes photoniques, ils changent d'énergie quand je change de point. Et donc, si on se met un tout petit peu plus loin, on est capable de mettre le pic du gain soit dans cette région-là, soit dans celle-là. Donc, si je suis dans cette région-là, eh ben, c'est à l'intérieur de ces 4 états que je vais organiser la compétition. Les autres, ils sont moins de gains, donc ils ne jouent pas. Et puis, si je change un petit peu, eh ben, c'est ces 4-là qui vont avoir besoin de se battre entre eux. Et du coup, c'est ces modes-là qui vont gagner. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Vous avez évoqué à la fin de la présentation des pistes pour aller vers la température ambiante. Quelles est, à votre avis, les solutions les plus sérieuses pour aller vers un contrôle de la physique des polaritons à température ambiante? C'est tout à fait sérieux, donc c'est déjà fait en fait. Donc qu'est-ce qui a été fait? Donc déjà l'observation des bandes et tout ça, ça a été fait dans tous les matériaux que j'ai... Oups, mince, excusez-moi, je suis repartie. Là, c'est mes backup slides que je vous montre. Où est-ce qu'ils sont? Là. Tous les matériaux que j'ai mis là, c'est des matériaux où ça a été montré. Donc, on voit le couplage fort exciton-photon. Et que je ne dise pas de bêtises, tous les matériaux que je mets là, on a déjà vu l'effet de condensation aussi. Les perovskites, c'est très, très récent. Les matériaux 2D aussi, c'est encore un petit peu discuté. Les gens se bagarrent un peu, mais en gros, voilà. Après, le problème, donc on peut déjà voir un peu cette physique. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de désordre. Donc, tout est très, très localisé. On ne peut pas vraiment faire des choses étendues. Et le problème, donc, en fait, les polaritons, ça devient vraiment intéressant quand il y a des non-linéarités. Et ça, c'est les interactions exciton-exciton qui sont intéressantes. Et dans ces matériaux-là, eh ben, c'est un peu difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Le beurre, c'est que les excitons sont robustes. Pourquoi ils sont robustes? Parce qu'ils sont très liés. Ils ont une énergie de liaison qui est plus grande que kT.
Mais du coup, comme ils sont très liés, ils sont très petits, et du coup, ils ne se voient pas. Donc, les interactions sont faibles. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils ont quand même des interactions. C'est un petit peu débattu parce que facilement, il y a des effets thermiques quand on tape un peu trop fort et donc on peut se tromper, voir des effets, des shifts et puis croire que c'est les interactions, mais en fait, c'est la température. C'est encore un peu débattu. Pour voir vraiment des effets intéressants, il faut quand même que les non-linéarités soient plus grandes que la largeur de raie. Et donc, en plus, ils ont l'inconvénient, eux, c'est que leurs largeurs de raie sont plus grandes que nous. Je n'ai pas donné des ordres de grandeur, mais les facteurs de qualité, c'est de l'ordre de 70 000 à 100 000 maintenant chez nous. Et eux, c'est plutôt 1000. Donc, du coup, voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est augmenter les interactions. Nous, on a besoin d'augmenter les interactions pour aller dans le régime quantique. Eux, ils ont besoin d'augmenter les interactions pour aller dans le régime non linéaire. Une chose, donc nous, pour l'instant, c'est des interactions exciton-exciton, donc coulombiennes, qui sont dominées par l'échange d'électrons et de trous entre les excitons. Et c'est limité, en fait. Voilà. Et quand on a un matériau, on a les interactions qu'on a, et voilà. Il y a des propositions qui sont déjà implémentées et qui sont très prometteuses, qui est d'utiliser aussi des excitons indirects. Donc, c'est d'utiliser des excitons où l'électron et le trou ne sont pas dans la même couche. Et du coup, il y a un dipôle. Et ça, les interactions dipôle-dipôle, elles sont beaucoup plus fortes. Mais alors après, ces excitons indirects, ils n'ont pas de force d'oscillateur, ils sont mal couplés à la lumière. Donc, il faut en fait faire un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir un système où la lumière, où il y a à la fois des photons, des excitons directs qui prennent en charge la formation du polariton, et une troisième patte indirecte pour prendre en charge la partie interaction. Donc, ces polaritons à 3 pattes, ils sont en train d'être développés et il y a un très fort potentiel pour avoir des interactions plus fortes. Et ça, c'est développé aussi, par exemple, dans les matériaux 2D. Et ça va peut-être pouvoir permettre d'avoir à température ambiante des non-linéarités pour les polaritons et à basse température d'aller dans le régime quantique. Donc voilà, c'est vraiment en progrès et il y a de plus en plus de gens là qui s'intéressent à ces sujets-là, en particulier en Asie. C'est un sujet qui se développe très, très activement. Voilà. Très bien. Il y a Merci. encore une question. Encore une question. Bonjour, merci. Ouais. Je me demandais si vos réseaux de cavités ils pouvaient servir de système modèle pour améliorer les descriptions type DFT, par exemple. DFT, c'est plutôt... ça va un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que... je n'ai pas mon transparent, mais en fait... le truc, c'est que nos... Alors, c'est dommage, j'ai un transparent que j'aime bien, mais je ne l'ai pas mis là. Vous pouvez montrer, par exemple, des ouvertures de gap. Et en fait, c'est des choses qui ne sont pas forcément bien décrites dans des calculs DFT. Disons que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, par exemple, ici, je vous montre cette petite molécule et moi, je vous ai dit, j'ai un mode S, un mode P, et puis, voilà, ça se couple et tout ça. Mais alors ça, c'est vraiment un modèle ultra simple. Donc, en gros, l'idée, c'est que moi, je décris mon système par une matrice 2-2. Moi, je suis fan des matrices 2-2. Donc, voilà, j'ai mon mode de gauche, mon mode de droite, et puis c'est le mode 2-2. Quand j'ai le benzène, j'ai un modèle très, très, très simple, et puis ça suffit. Mais en vrai, ce n'est pas ça, mon système. Alors, je peux, et mes étudiants le font, prendre une approximation un peu moins méchante. C'est-à-dire, je peux considérer qu'en fait, j'ai un système 1D. Donc, je vais dire, mes photons, ils sont complètement confinés verticalement. Et mon système, il est 1D dans le plan. J'ai des particules qui ont une certaine masse. Et elles sont localisées dans un potentiel qui ressemble à ça. Parce que ici, j'ai une barrière infinie. Ici, j'ai une barrière infinie. Ici, j'ai une constriction. Ici, c'est mon plus large, etc. Et donc, on peut faire une équation de Schrödinger 1D avec une masse effective. Voilà. Ça permet déjà de comprendre des trucs. Après, je peux aller encore un cran au-dessus. Je peux dire non, j'ai un système 2D. Et donc, je peux considérer que j'ai un système qui a une forme de 8, bidimensionnel, avec des barrières infinies ou pas. Je peux mettre un peu d'ondes évanescentes et avoir une meilleure description. Mais en fait, c'est pas vrai. Mon vrai système, il est confiné verticalement et tout ça. Et du coup, quelque part, au départ, on a fait des vrais calculs 3D pour bien tout comprendre. Mais ensuite, on a appris
à simplifier. Donc mes étudiants, quand ils doivent faire un truc, il faut qu'ils sachent quelle est la taille du pilier, quelle est la distance, comment faire pour que le splitting, les bandes ne soient pas trop grandes, pour qu'elles se mélangent ensuite avec l'épée, tout ça. Et donc ça, c'est, on a de l'artillerie qui est plus ou moins compliquée. Pour finalement la substantifique moelle, celle qui nous permet de parler avec tous les gens, des atomes froids et tout ça, c'est des petites matrices à la noix. Mais pour arriver vraiment à fabriquer notre système, il faut remonter. Et pour vraiment comprendre la polar, ben là, on a dû faire justement FDTD. Donc c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on apprenne, enfin les calculs exacts du champ électromagnétique, ils sont exacts. Nous, on fait des approximations. Puis des fois, ça ne marche pas, la matrice de 2. Par exemple, le graphène, je ne sais pas si vous avez vu, mais la bande du bas des cônes de Dirac, elle est beaucoup plus petite que la bande du haut. En fait, ça vient du couplage aux bandes P. Donc, il faut introduire les bandes P. Donc, voilà. Mais donc, c'est ce qu'on appelle des mappings. Notre système, il mappe cette physique, mais il y a des écarts à ce mapping. Et des fois, il faut en tenir compte pour rendre les choses plus précises. Mais la global picture, elle est dans ces matrices. Voilà. Je pense que j'ai répondu. Très bien, on va remercier encore une fois Jacqueline Bloch. Merci.